Hey, avant de continuer, si vous êtes nouveau, sachez qu'on fait des vidéos sur les statistiques et la programmation. Si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça aide la chaîne à grandir et ça nous encourage beaucoup. On reprend la vidéo. Shalom tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire une nouvelle vidéo de l'ignorant. On va traiter sur OCaml. Alors c'était quelque chose qu'on m'avait recommandé depuis longtemps et que je devais commencer. Donc ici c'est le site principal. Ici j'ai les mis en fait en dark mode, mais en fait il apparaît en light mode. Et c'est vrai que par habitude j'ai mis du dark mode. Alors pourquoi OCaml? C'est vrai que ça existe depuis longtemps et que finalement c'est resté là parce que en tant que tel c'est un langage qui a réussi à continuer à faire son chemin et à rester vraiment intéressant. J'ai pu voir certaines personnes en parler et donc je pense que c'est un petit peu aussi par peer pressure ou par éloge que j'ai entendu de ce langage que je vais pouvoir regarder dedans. Parce qu'en fait, c'est un langage quand même qui vient de la famille des langages de programmation fonctionnelle, donc j'ai apprécié beaucoup. Pour les personnes qui ont apprécié Rust, donc elles ont aussi pas beaucoup de peine à apprécier OCaml parce que c'est quelque chose de pas mal. Donc on va pouvoir voir en fait ce qu'il est capable de faire. Hein. Donc ici on voit que c'est powerful. Type safe. Ouais, type safe en tout cas. Nous avons aussi le fait qu'on puisse vraiment l'intégrer facilement dans des éditeurs comme par exemple Vim et iMac. Je commence à voir la communauté qui est un petit peu visée. Non, il y a quand même VS Code. Il y a quand même VS Code. Alors ici en termes de performance on voit que son compilateur est rapide, donc je pense que ça fera un petit changement par rapport à Rust, parce que je dois vous avouer que j'avais déjà testé un langage comme Haskell, et c'est vrai que vraiment il était très fonctionnel, mais je ne le trouvais pas pratique. Donc ici on va regarder ce qu'on peut faire avec OCaml. Donc on va commencer par installing OCaml. Alors l'installation était très facile parce qu'on dirait que pour les détenteurs de Debian et d'Ubuntu, en fait, il fallait juste faire un apt install opam. Donc on devrait avoir toute l'architecture qu'il nous faudrait pour faire ça. Je vois même que sur Mac, en fait, on a un brew install. Donc on dirait que OCaml a quand même réussi à se faire une certaine place. Après, j'ai pas regardé pour Windows. On dirait qu'il va falloir peut-être mettre un peu plus d'efforts pour l'avoir. Mais voilà, je pense que OCaml fait déjà un très bon début en termes d'intégration, donc voyons voir la suite à propos d'OCaml. Petite note aussi pour la suite des tutos, en fait, il recommande de pouvoir installer ces éléments-là, donc UTOP, qui va être le REPL. Après, nous avons aussi Dune, OCaml ASP Server, ODoc et OCaml Format. Voilà, donc l'installation est complète. D'ailleurs, je me rends compte que j'ai quand même pris pas mal de place sur l'écran. Donc on va pouvoir commencer avec OCaml et son top level. Je crois que c'est UTOP, c'est ça? Ah oui, ben c'est UTOP. Hey, c'est assez joli comme interface. J'aime bien. Alors à ce niveau, je peux faire 2 plus 2. Double point. En plus, on peut faire des sauts de ligne et tout. Il faut mettre le double point pour que la commande soit validée. Donc ça va me retourner un type int et 4. Donc comme je le pensais, parce que j'avais déjà entendu parler de ça, dans OCaml en fait c'est typé, mais en fait nous avons l'inférence de type. Donc les types sont complètement inférés de A à Z. Un langage qui est dynamiquement typé, il a des types, mais ces types sont plutôt implicites, mais en plus de cela, en fait, les types vont changer de façon implicite. Donc si on additionne un entier avec un double, en fait, la valeur va changer, peut-être que ça crée un double et les choses vont se faire comme ça. Donc on n'est jamais toujours sûr quand est-ce que le type change. Mais habituellement, c'est parce qu'on ne s'intéresse pas encore ou on ne s'intéresse pas beaucoup au type. Mais dans les langages vraiment typés, l'avantage des types, c'est vraiment qu'on fait attention finalement avec les choses avec lesquelles on travaille. Et du coup, on crée un code beaucoup plus sûr. Mais après, vous verrez en fait, avec l'expérience et sur des gros projets, en fait, avoir des types, c'est ultra pratique. Mais après, c'est vrai que pour les petits projets, pour l'expérimentation et tout, si on veut pas vraiment faire software dev, etc., on a juste envie de ne pas en avoir. OCaml a une façon très bizarre de définir les listes, donc c'est let you, sans oublier le double point virgule. Ce que je trouve un peu bizarre, c'est pourquoi est-ce que nous avons int list.
Drôle de façon de représenter ça. J'aurais préféré, non, j'aurais cru voir plutôt list int, mais ouais, c'est un peu spécial. D'accord, donc ici, il semblerait qu'on ait obtenu une sorte de product type. Donc une sorte de produit cartésien, donc ce serait une façon de construire un tuple, ou bien? Parce que là, c'est un tuple de int qui crée une liste. Interesting. Ça veut dire que si je fais 1, 2, 3, point virgule, point virgule. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Donc si on met des virgules entre des éléments, en fait, on va créer une sorte de product type. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Donc c'est une sorte de tuple avec les valeurs qui sont dedans. J'aime bien les trucs parce que là, je tape les lettres et on obtient en fait une suggestion en direct. Alors ici, deux trucs surprenants. En fait, on peut enchaîner les formules en faisant un let A in, let B in. Et il y avait aussi celui-là en fait qui m'a un peu surpris parce que le égal peut à la fois servir comme opérateur égal, comme ici, mais peut aussi servir en fait d'outil pour assigner une valeur à demi. Donc si je fais demi est égal à high est égal à hello, ça veut juste dire qu'en fait il va d'abord comparer high et hello, donc il va se rendre compte que c'est faux, et donc demi va prendre la valeur faux. Ah, les fonctions, les fonctions, les fonctions. Donc c'est une des choses que j'avais pu voir aussi avec Haskell et qui m'avait un tout petit peu manqué quand même. C'est la définition de ces fonctions que je trouvais quand même assez bien faite. C'est qu'en fait, dans le nom de la variable, on peut directement mettre les paramètres. Donc définir une fonction, c'est littéralement comme définir une variable. Donc si je fais let square, là on a défini une fonction. Et si je fais comme par exemple square, je vais mettre de 5, on obtient 25. Bien sûr, ici, l'avantage, c'est qu'on a aussi des fonctions anonymes. Et ce qui est cool, c'est qu'après, on peut les utiliser avec des fonctions d'ordre supérieur. Donc, on a vraiment pas mal de combinaisons possibles avec tout ça, justement. Alors, petit élément positif que j'apprécie là dans OCaml, c'est en fait les entrées-sorties qui sont représentées de façon beaucoup plus simple. Parce que c'est ceux qui m'avaient pas mal frustré avec Haskell. Mais ici, les entrées-sorties sont pas mal. Aussi, un autre point intéressant, c'est qu'on peut définir des fonctions récursives, mais il faut alors mettre le mot-clé rec. Mais je dois quand même avouer que c'est un petit peu barbare comme lecture. Alors, un truc un peu bizarre, c'est en fait, nous avons une addition spécifique pour les floats qui est une addition plus avec un point. Donc, je pense que les autres opérateurs, c'est comme ça. Donc, j'aime bien, ils ont du pattern matching. Donc, voilà, pas mal. Ils peuvent aussi utiliser justement des tuples. Donc pair, c'est un cas particulier de tuple. Nous avons aussi les records. Nous avons aussi les erreurs qui peuvent apparaître. Je pense que surtout avec les effets de bord. Ok, donc incroyable. Habituellement, ce sont des langages impératifs qui ajoutent des éléments fonctionnels après. Mais ici, on dirait que OCaml commence fonctionnel et ajoute des trucs impératifs après. Donc on arrive en fin de liste. J'ai aussi vu notamment les modules qui ont l'air vraiment pas mal dans la création de ceci. Après, bien évidemment, on va voir justement comment on peut aller plus loin avec. Mais je suis arrivé au bout. Alors, on va se faire un petit Code Wars. Donc, le but, avec un tableau non vide, il faut retourner le résultat de la multiplication. Let's go. Alors ici, la chose était assez facile, donc vu que je peux utiliser la programmation fonctionnelle, j'avais vu dans la documentation qu'en fait, en prenant un opérateur et en le mettant entre parenthèses, c'est comme si ça devenait une fonction qui prend deux paramètres. Donc comme ça, je vais pas m'embêter à créer une fonction anonyme. Ensuite, je prends la liste. Alors mon résultat était assez court, ça ressemblait à celui-là, sauf que je l'ai mis sur une seule ligne. Il y a quelqu'un qui a fait encore plus court. En fait, ici, il a simplement défini la fonction et simplement les éléments manquants à l'intérieur de ce truc-là, donc sans définir le XS, donc seront comptés immédiatement à l'intérieur. Donc ça, c'est extrêmement smart. J'aime beaucoup ce type de définition. Alors en jouant un petit peu avec OCaml, je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'en fait, il utilise des pipes. Donc j'ai déjà eu à travailler avec des pipes, mais jamais avec la programmation fonctionnelle aussi pure que celle d'OCaml, donc la capacité de combiner les fonctions et tout, le pattern matching, avoir un système de type correct. J'ai pu me renseigner aussi finalement au niveau de sa librairie avec les modules
Tout début, ça paraît un petit peu compliqué parce que l'on voit les fonctions avec leur signature, leurs trucs comme ça, mais en fait, lorsqu'on comprend comment fonctionnent les modules, ça devient vraiment quelque chose de facile, de linéaire à utiliser. Donc voilà, je vais m'arrêter à là pour OCaml. Donc, parce que pas mal de choses finalement, c'est des choses qui se répétaient, que je connaissais déjà. Donc il se distingue un petit peu par ses références, ou par quelques éléments syntaxiques. Certains que j'aimais, certains que je n'ai pas vraiment appréciés. Mais en tout cas, il donne quand même assez de liberté vu qu'il est fonctionnel, mais il permet aussi un peu d'impératif. Ensuite, en ce qui concerne certaines de ces fonctionnalités que j'ai pas mal appréciées, c'est celles que j'avais retrouvées dans Haskell, mais que je n'avais pas retrouvées dans Rust, notamment la capacité de combiner assez facilement des fonctions. Et ensuite, nous avons aussi l'opérateur pipe, qui nous permet de pouvoir faire en fait des combinaisons dans Rust. On a un moyen de faire quelque chose d'assez similaire, mais ici dans Camel, donc on utilise clairement et purement le piping, ce qui est vraiment cool. Donc j'ai pas vu encore le concept d'ownership et de borrowing parce que Camel a implémenté sa propre façon de faire, parce que ça permet d'abord de pouvoir travailler avec une sorte de garbage collector. Non, c'est du garbage collector, mais après on peut créer un système de borrow checking pour améliorer les performances. Et je pense que cette approche est beaucoup plus pédagogique que ce qu'on voit avec Rust. Donc c'est le truc qui m'a pas mal plu à ce niveau. Ici, OCaml a relevé le défi et je pense que je pourrais intégrer OCaml parmi les langages que j'utilise parce que vraiment, je l'ai trouvé bien. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo de l'ignorant. Si vous avez aimé, donc n'hésitez pas à liker. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, hein, ça nous fera plaisir aussi. N'hésitez pas non plus à partager, à activer aussi la cloche de notification. Et sinon, d'ici la prochaine vidéo, je vous dis que Dieu vous bénisse. À bientôt.